Bonjour, merci de votre fidélité à notre antenne dans ce nouveau numéro de votre émission Émergence. Nous allons devoir parler de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, et ses perspectives de mise en œuvre. Comment les pays africains s'y prennent-ils? Nous allons poser la question à un expert qui s'y connaît. Son nom, professeur Kwame Osadifo Ouinra. Il est agrégé d'économie, expert en politique et droit de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, directeur adjoint de la recherche et de la coopération à l'université de Kara. Nous sommes un peu dans le septentrion du Togo, bien sûr, à 400 km de Lomé, la capitale togolaise. Prof, bonjour et merci d'être là. Merci, bonjour Mathieu, Comment tout vous le allez? plaisir pour moi. Ça va, ça va. Super bien. Ça fait un moment, on vous voit rarement. Non, on est là, on est dans les consultances Oui. pour faire progresser nos pays et aussi à l'université, voilà, pour former la ressource humaine et participer à la recherche. C'est vrai que on a fait un break, Oui. mais c'est notre devoir, à mon avis, c'est notre devoir de participer à la construction de nos jeunes États à travers nos points de vue fouillés et en matière de conseils, de mesures de politique économique. Parfait. Alors, la ZLECAf, vous êtes l'un des acteurs clés, vous en avez eu à parler de ça, participer à certaines grandes rencontres sur le continent. Où est-ce qu'on en est concrètement dans cette affaire qui est toujours d'actualité depuis plus de 2 ans? La mise en œuvre a déjà été faite. Ouais. Non, disons que effectivement, depuis les 4 dernières années, nous avons participé, Oui. activement à la mise en œuvre de la zone du libre-échange continentale africaine Oui. à travers certaines zones, notamment la CEDEAO, donc dans nombre de pays de la CEDEAO et aussi en Afrique de l'Est. Disons que la ZLECAf, c'est un accord qui est, d'un point de vue mondial, c'est un accord qui concerne l'une des plus larges zones, un accord de libre-échange qui concerne l'une des plus larges zones, c'est-à-dire qu'on a 55 États Oui. africains qui ont créé leur zone de libre-échange. Et donc, les négociations ont continué. Il reste quelques protocoles à terminer, à adopter, et pour que les États les ratifient définitivement. Et disons que ça va dans le bon sens, surtout que le secrétariat, qui est l'organe de coordination de tout ce qui est activité autour de la zone de libre-échange continentale africaine, est opérationnel à Accra depuis également 2 ans. Et donc, les recrutements sont en cours, mais les activités se mènent de plus belle manière. Mais ce qu'il faut noter de positif, c'est que les États ont pris sur eux. Vous savez, l'Union africaine a reconnu 8 regroupements économiques régionaux, d'accord, dont la CEDEAO. Et donc, ces États-là et ces regroupements ont fait un effort, se doter d'un outil de mise en œuvre, ce que nous appelons la stratégie de mise en œuvre. Donc, les États au niveau régional ont drafté leur stratégie de mise en œuvre au niveau régional, et ces stratégies-là ont été traduites en des stratégies nationales, Et donc, disons que globalement, presque tous les pays, à ce jour, la majorité, je veux dire, ont leur stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf pour pouvoir, dans la mesure du possible, tirer meilleur parti de cet accord qui, d'un point de vue accès au marché, c'est quand même 1,3 milliard d'habitants en Afrique. Donc, vous voyez que c'est les questions d'économie d'échelle. Et donc, il faut que les pays se positionnent à travers leur secteur privé sur ce marché continental. Ce qui est important de noter, qui est en cours de... Bon, je crois que les documents, les protocoles sont élaborés. Oui. C'est sur notamment le protocole relatif aux jeunes et aux femmes, pour leur meilleure implication dans la mise en œuvre de cet accord. Donc, globalement, voilà ce qui est fait à ce jour. Sinon, nous pensons que l'essentiel est fait. Et ça a déjà commencé d'ailleurs. On verra dans le déroulé que le commerce intra-africain
sous le régime Zelekaf a commencé. Alors, si je comprends bien votre explication à un niveau, chaque pays doit établir son plan, sa stratégie pour pouvoir incurser sur le continent en matière, bien sûr, de cette zone libre d'échange continentale. Absolument. Africaine. Parce que on dit il n'y a pas de vent favorable pour qui ne sait là où il va. Donc, vous voyez que la ZLECAf est devenue aujourd'hui une donne qui façonne les politiques publiques dans le pays. Donc, vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, quand on prenait la feuille de route gouvernementale au Togo, cette feuille de route-là n'a pas été développée sans prendre en compte le potentiel de marché qu'offre la ZLECAf. Et donc, le Togo fait partie des premiers pays à se doter d'une stratégie nationale depuis 2019. Okay. Maintenant, avec les chocs que nos économies ont connus, il faut réviser cette stratégie-là à la lumière des données récentes. Moi, j'ai participé à cette activité-là pour le Togo. J'ai travaillé également au Soudan du Sud pour doter le Soudan du Sud de sa stratégie. En Sierra Leone également, nous avons fait ce travail-là pour ONU Femmes pour voir comment impliquer mieux les femmes dans la mise en œuvre de cette stratégie. Au niveau régional, comme je l'ai dit, la CEDEAO s'est dotée depuis 2021 de sa stratégie. Ça devait être au niveau la validation au niveau des chefs d'État. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas, mais c'est une bonne chose d'annoncer que nos pays et les régions se dotent de leur stratégie de mise en œuvre. Et ces stratégies-là, c'est souvent sur 5 ans. Et donc, ça doit être révisé en fonction. Mais globalement, ce qu'il faut noter, c'est que au niveau national, la mise en œuvre concerne la mise en place des comités de mise en œuvre de la ZLECAf. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo, on parle de comité national de mise en œuvre de la ZLECAf. Donc ce comité-là travaille avec le secteur privé, la société civile et les partenaires pour pouvoir implémenter les actions qui sont développées dans la matrice, dans la stratégie. Pour que, in fine, à l'évaluation, qu'on sente qu'il y a une amélioration dans la mise en œuvre des actions. Au niveau régional également, il doit y avoir, au niveau régional, comme la CEDEAO, il y a la commission en charge des questions du commerce qui continue par travailler pour la mise en œuvre des actions qui ont été proposées. Et quand vous allez à East Africa Community également, même à l'UEMOA ici aussi, l'UEMOA dans la CEDEAO a développé une stratégie pour comment prendre en compte le secteur privé, vous voyez. Et au niveau continental également, il y a eu la stratégie de développement du secteur privé, comment impliquer mieux le secteur privé. Parce que ce qu'on dit là, lorsqu'on revisite un peu les objectifs de la ZLECAf, c'est l'industrialisation. C'est l'industrialisation du continent pour booster le commerce intra. Pour que nous-mêmes, puisqu'on a décidé d'éliminer les barrières commerciales entre nous, donc ça devait rendre plus fluide le commerce entre nous. Donc, rien ne sert d'avoir une zone de libre-échange si on ne booste pas le commerce. Donc, voilà l'un des objectifs qui pousse les États. Parce que quand vous regardez le continent africain, on est doté de ressources, tout le monde crie c'est le continent d'avenir, mais notre participation au commerce mondial est faible. C'est moins très faible, moins de 3%, vous voyez. Et donc, l'idée, c'est d'aller vers une forme de learning by doing. C'est-à-dire qu'on va essayer de commercer entre nous, on développe les capacités industrielles, et là, maintenant, on peut affronter le marché mondial. Parce que quand on prend un pays comme le Togo, on est 9 millions d'habitants, vous voyez. Donc, une industrie ne peut pas véritablement prospérer à cause de l'étroitesse du marché. Maintenant, quand vous allez vers la CEDEAO, avec le Grand Nigeria à plus de 200 millions d'habitants, donc on a la CEDEAO à plus de 300 millions d'habitants, vous voyez un peu. Donc, ça veut dire qu'une entreprise togolaise, si elle est compétitive, elle peut produire maintenant, au lieu de 9 millions, pour 300 millions d'habitants. Maintenant, si elle est encore plus compétitive, comparée aux autres du continent, donc l'entreprise, là, définitivement, peut avoir accès à un marché de plus de 1,3 milliard d'habitants. Est-ce que vous expliquez les choses comme ça aux chefs d'entreprise, les investisseurs qui vont de gauche à droite, quand on voit un peu le marché togolais qui est un peu étroit avec les 8 millions, 9 millions d'habitants, qui n'est pas aussi grand. Vous l'avez démontré tout à l'heure à travers cet exemple du Grand Nigeria. Il faut produire pour la grande masse que
Ouais. se limiter jusqu'à sa population restreinte comme ça? Je crois que c'est un exercice, avec la ZLECAf, c'est un exercice. Déjà, rappelons que la CEDEAO a déjà son schéma de libéralisation. Et donc, un entrepreneur qui s'installe au Togo devrait, en toute rigueur, savoir que en produisant, bon, mais ça doit respecter un certain nombre de règles, ce que nous appelons les règles d'origine pour conférer la préférence CEDEAO. Donc, un entrepreneur qui produit au Togo, respectant les règles d'origine émises par la CEDEAO, c'est que il a accès à un marché sous-régional, vous voyez. Maintenant, avec la ZLECAf, c'est de continuer. Vous allez voir, quand on prend les stratégies des différents pays et au niveau communautaire, vous voyez que il y a un axe qui concerne la sensibilisation et l'implication du secteur privé. Ouais, donc, on a continué par sensibiliser et mieux impliquer le secteur privé pour que les opportunités de business que la zone de libre-échange offre pour l'économie togolaise ou bien pour les économies africaines soient saisies par ce secteur privé-là. D'ailleurs, il faut noter que quand je prends le cas spécifique du Togo que je maîtrise encore mieux, il y a eu beaucoup de rapports d'études pour amener le secteur privé à connaître un peu le potentiel de marché qu'offre cette zone de libre-échange pour l'économie togolaise, vous voyez. Et donc, ces rapports sont disponibles à travers les chaînes de valeur, les segments pour lesquels le Togo a un avantage compétitif, vous voyez. Donc, ces études sont là et en termes de prospective, je crois que c'est vers où le secteur privé doit pouvoir regarder. On va comparer un peu. Oui. Entre le Togo et le Nigeria, est-ce qu'on peut parler de la compétence et la compétition? La compétition, la compétitivité, bien sûr, sur le marché de la ZLECAf. Non, je crois que Mathieu, c'est une très bonne question dans la mesure où, si on veut faire un peu de pédagogie, quand on parle de libéralisation, d'accord, c'est une mise en concurrence. Donc, c'est une très bonne question. Alors, quand on prend le Nigeria, il y a des secteurs pour lesquels le Togo est plus compétitif. Ah bon? Oui, bien sûr. Je vais vous donner un exemple. Si on veut développer une industrie de textile, le Nigeria, le coton, vous voyez un peu? Donc le Togo a cet avantage comparé au Nigeria. Maintenant, quand on prend la production agricole aussi, vous voyez, aujourd'hui, le Togo excelle bien dans les chaînes de valeur, le maïs, le noix de cajou, le soja, vous voyez, la production de l'ananas, tout ça. Donc le Togo a un avantage comparatif par rapport à certains pays. Et donc, qu'est-ce que le Togo doit faire? Le Togo doit essayer de voir quel est le potentiel de marché dans ces pays-là pour que moi, je produise à grande échelle. Mais en amont, vous savez ce qu'il y a de lieu de faire lorsqu'on parle de production agricole, avec tout ce qui va avec. Et on est heureux parce que le Togo développe les agropoles avec l'expérience qui se fait à Kara. Oui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et je crois que la Banque africaine de développement appuie le Togo dans ce sens, en lui dotant de... c'est-à-dire que les infrastructures de support pour pouvoir rendre la zone attractive, pour avoir accès à l'électricité, les systèmes d'irrigation. Donc, vous voyez, lorsque tout ça là est l'environnement ou bien le cadre est propice, c'est là où on peut parler d'une agriculture à grande échelle. Donc, une fois qu'on le fait, c'est normal que on puisse accéder au marché. Maintenant, quand on prend le Nigeria, je reviens d'une mission avec la commission économique de la CEDEAO. On a analysé un peu la structure économique des pays. Le Nigeria, c'est le secteur des services. Lorsque vous prenez un peu nos pays, c'est le secteur des services qui prend le pan. Et on se demande si nos pays n'observent pas ce que nous appelons une désindustrialisation prématurée. C'est-à-dire que le secteur qui devait porter l'emploi, la croissance et autres, là, on devait passer par le secteur industriel en transformant et autres, mais on n'observe pas ça. Donc, nos pays, tous, sont en train de traverser ces situations. C'est le moment aussi d'appeler les chercheurs et les politiques à travailler davantage pour voir si ce qui se passe là, le shift qu'on observe du secteur agricole, de l'emploi du secteur agricole, parce que c'est pénible, vers le secteur des services, là, est-ce que c'est ce qu'il faut pour nous? Donc, je disais que le Nigeria, par rapport aux services, comme les services financiers, les IT, tout ça, le Nigeria est plus avancé, vous voyez, que nous. Et donc,
Quand vous prenez les banques de la place, vous allez voir que les investissements étrangers venant du Nigeria, un peu partout en Afrique, en matière de services bancaires et autres, là, services financiers, est relativement élevé. Donc le Nigeria aussi a des avantages compétitifs pour un certain nombre de biens, vous voyez. Et donc, globalement, disons que chaque pays devrait se spécialiser dans ce qu'il sait mieux faire. Voilà, pour parler en termes plus simples. Oui. Donc, chaque pays devait se spécialiser dans ce qu'il sait mieux faire et à un temps record. Et donc, ce qu'on nous appelle un gain, lorsque vous avez un gain de productivité qui est relativement élevé dans un secteur, il vaut mieux pour vous de vous spécialiser dans la production de ces genres de biens ou bien de services que vous allez vendre aux autres. Vous voyez. Donc, c'est par ce mécanisme de compétitivité et de spécialisation que nos États peuvent arriver à bénéficier ou bien à tirer meilleur parti de la ZLECAf. Mais il faut aussi dire qu'il y a du travail à faire en amont. C'est-à-dire qu'il faut que l'environnement soit propice pour que nos pays tirent meilleur parti. Et aussi, il faut cet esprit de complémentarité. Alors, le Togo a le coton, le Bénin a le coton. Le Bénin est plus productif avancé, oui, en coton. Donc, il faut trouver un moyen. Il ne faut pas que eux tous commencent par transformer leur coton en tissu et en vêtements. Il va falloir voir comment segmenter, créer des chaînes de valeur régionales. Le Burkina a le coton, ouais, le Mali a le coton. Comment faire? Est-ce que c'est une étape du process du process qui va se faire au Togo et l'autre au Bénin, ainsi de suite, pour que nos pays ne rentrent pas dans une forme de compétition qui va détruire en fait l'objectif pour lequel on se bat. Parce que si les États n'adoptent pas une démarche de complémentarité, les investissements qui vont se réaliser dans ces différents segments-là ne seront pas portés, à mon avis. Parfait. Ouais. Alors, on va s'intéresser maintenant aux opportunités pour la transformation structurelle de l'Afrique. Ah. Bon, disons que c'est de ça que nous parlons comme ça. C'est quand la ZLECAf vise à industrialiser le continent, vous voyez. Quand vous prenez des ananas... À part quelques pays que je vois un peu, on peut citer le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Kenya. Ouais. On peut parler d'industrialisation, mais les autres là, ça tangue toujours. Non, disons que le rêve est toujours permis. Moi, quand je prends le Togo, avec ce qui se fait ces dernières années, je suis allé visiter la plateforme industrielle d'Adiscopé. Je suis convaincu je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui se fait, vous voyez. Et quand vous prenez d'autres pays, bon, les pays maghrébins, vous savez, c'est des outliers, leur niveau est relativement plus avancé. Oui. C'est pour ça que la ZLECAf, là, c'est quand vous prenez un pays comme le Maroc, voilà, c'est... Ils vont inonder nos marchés. Voilà, donc, mais tout est question de compétitivité. Nous aussi, nous devons travailler. Là où on est bien, on doit continuer. Et donc, ces gros pays-là, ok, encore faut-il que, quand on prend le Nigeria, par exemple, le niveau d'industrialisation est faible. Vous savez, plus de 90% recette d'exportation de pétrole. Donc, le niveau d'industrialisation, c'est faible. Ah oui. Vous voyez. Donc, c'est vrai que c'est des pays à grande taille de marché, ça c'est une bonne chose, mais les pays qui font l'effort, donc vous avez cité l'Afrique du Sud, quand on prenait la production du vin par exemple, l'automobile, vous voyez par exemple, quand on prenait la ZLECAf, ça c'est un gros marché. C'est clair quoi, ça c'est un segment où tous les États ont mis leurs actions, c'est l'automobile. Alors techniquement, c'est pas que vous amenez une entreprise s'installe chez vous et importe tout le matériel et le montage, crée une valeur ajoutée de 10% et puis vous dites que non, le produit là, ou bien la voiture là peut avoir la préférence de l'ECAF, donc sans droit de douane. Non. En fait, il y a les règles, ce que nous appelons les règles d'origine. Donc actuellement, je crois qu'ils n'ont pas bouclé dans les négociations pour ces produits spécifiques là. Donc, d'après ce que j'ai vu avec certains négociateurs, nos États sont en train de proposer autour de 65%. C'est-à-dire que si vous arrivez à créer 30%, 35% de valeur ajoutée, genre vous prenez les matériaux un peu partout et vous fabriquez une voiture. Donc si on prend le coût des intrants, d'accord, si c'est à 65%, ça veut dire que vous avez créé une valeur ajoutée de 35%. Là, on peut dire que cette voiture-là, par exemple, est d'origine togolaise.
Et donc, si cette voiture est d'origine togolaise, ça veut dire que les Togolais vont acheter des voitures sans les droits de douane. Vous voyez un peu l'avantage? Ah oui. Donc, il n'y aura plus de droits de douane parce que la voiture là qui est fabriquée au Togo a la préférence Zélicaf. Donc, on va dire c'est d'origine togolaise, donc origine Zélicaf. Et donc, cette voiture là peut être exportée partout en Afrique sans droit de douane. Voilà l'intérêt. Et donc, vous voyez que si cette voiture, supposons que les voitures sont fabriquées dans les mêmes conditions, ok? Oui. En Chine, par exemple. Alors, pour importer avec les mêmes gains de productivité et autres, pour importer ça au Togo, vous devez payer les droits de douane. Les frais de la douane doivent Merci. frapper. Donc, vous voyez que le différentiel de droits de douane crée une forme de quoi? De compétitivité, d'avantage compétitif à nos pays. Et c'est pour cela que vous allez voir ce qui se passe déjà sur le continent. Beaucoup d'investisseurs viennent s'installer. Les zones d'économie spéciale par là, un peu sur le continent parce que... Pour feinter les... Merci. Parce qu'à la longue, la Zélicaf là, qui est en marche, crée un avantage compétitif pour les entreprises qui sont installées. Maintenant, il faut dire aussi que techniquement, pendant longtemps, nos États n'ont pas admis que les biens ou bien les produits qui sont issus des zones économiques spéciales, les zones franches et autres là, aient la préférence des accords commerciaux régionaux. Parce que ça crée une forme de quoi? De concurrence déloyale. Je m'explique. Lorsqu'une entreprise s'installe dans une zone économique spéciale, vous voyez que vous lui octroyez des avantages. Souvent, c'est des avantages fiscaux. Vous ne payez pas. Si c'est 10% par exemple, ok, vous allez lui dire, ok, venez vous installer où vous allez payer 2% ou bien on vous exonore. Ok. Et donc, s'il y a une entreprise là qui est dans ces zones et une autre qui n'est pas dans la zone là et qui paye les taxes, vous voyez un peu? Donc, ça crée une forme de concurrence au niveau national. Et donc, pendant longtemps, nos États n'ont pas accepté. Mais, dans le cas spécifique de la Zélicaf, je crois que les négociations ont avancé. Et donc, ces entreprises qui s'installent dans ces zones économiques spéciales-là devraient avoir la préférence Zélicaf. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de succès sur lesquels on peut... Ouais, on peut capitaliser déjà. Je crois que on a mis déjà en œuvre ce qu'on appelle le commerce guidé. Oui. Le commerce guidé, c'est-à-dire que on a choisi, je crois, 7 ou 8 pays pour servir d'exemple, ok, pour implémenter un peu le schéma de libéralisation. Qu'est-ce que nous appelons ce schéma de libéralisation? C'est-à-dire que quand vous avez un accord regional agreement, vous avez un accord commercial régional, oui. Vous dites que vous créez l'accord pour libéraliser le commerce entre vous, d'accord? Donc, vous allez à l'encontre du principe général qui dit que nous tous, on est membres de l'OMC. Donc, si j'accorde une faveur à Mathieu, je dois l'accorder à Balo, à Fi, à Ouché et autres, vous voyez. Mais une fois que vous créez, vous dites que vous voulez vous mettre ensemble, vous devez vous accorder des avantages, vous libérez le commerce, mais la libéralisation doit être substantielle. Ça veut dire quoi? Quand on prend la Zélicaf, nos États ont admis que 90% des produits ok, vont être libéralisés, les lignes tarifaires, donc 90%. Quand vous prenez les quelques 5000, disons il y a 5000 quelque chose de produits, donc 90%, vous voyez un peu, seront libéralisés. Donc les lignes tarifaires là, c'est des produits spécifiques. Alors, il reste combien? Il reste 10%. Alors, nos États ont dit, voici, j'explique le schéma pour qu'on comprenne, 7% de ces produits-là, ok, de lignes tarifaires là, sont dits des produits sensibles. Parce que, comme nous avons dit que la libéralisation, c'est une mise en concurrence. Donc, si on met ces secteurs-là en concurrence, on risque, ok, des conséquences assez néfastes. Et donc, on va les appeler produits sensibles, mais on va les libéraliser plus tard. Vous voyez? Donc, le calendrier de libéralisation pour ces produits sensibles-là est plus élevé. Donc, 10 ans pour les pays en développement, ok, et 13 ans pour les PMA, les pays moins avancés. Parce qu'il y a ce nous appelons la clause d'habilitation. Okay. C'est-à-dire que les 5 douanes n'ont pas les mêmes... vous voyez. Donc, ceux qui sont plus robustes, si on veut aller en compétition, eux, ils peuvent libéraliser. Ouais. Voilà. Donc, les autres, là, on va leur donner plus de temps. D'accord. Donc, nous appelons ça le traitement spécial différencié. Alors, donc, les 7% là vont faire objet de libéralisation plus tard. Donc, délai plus court, plus long. Maintenant, il y a 3% que nous appelons les produits qui sont exclus. Ça, on ne va pas... Non, ces secteurs-là ne feront pas objet de libéralisation. Il faut que les gens... Parce que on entend beaucoup de critiques, tout ça. Non. Quand on dit
libéralisation, c'est des règles que vous mettez en place. Ou bien on parle de libre-échange là. C'est pas tout est free quoi. C'est des règles de libre-échange que vous mettez en place. Et donc j'explique les règles que les pays africains, ok, en mettant en œuvre l'agenda vers 63, ont développé cet outil qui est la zone de libre-échange continentale africaine. Et ça a des règles. Maintenant les 3% là, chaque pays devait voir quels sont les produits que je vais mettre dans les 3%. Il y a ce qu'on appelle, il y a une règle de double qualification. Bon, donc c'est technique, mais on va sérier. Donc chaque pays a fait cet exercice et ça a été envoyé au niveau communautaire. Par exemple, le Togo et tout ça, ça a été négocié au niveau de la CEDEAO et la CEDEAO devait avoir une position commune pour les produits à libéraliser. Les produits à libéraliser sur 5 ans, Oui. à libéraliser sur 10 ans, sur 13 ans et ceux qui sont exclus du schéma de libéralisation. Donc voilà par quel mécanisme nos pays devraient libéraliser le commerce. Donc j'ai dit que par rapport au commerce guidé, ça c'est une avancée. L'exemple c'est quoi? Il y a le Ghana. Le Ghana a exporté vers le Cameroun. Vous voyez? A exporté vers le Cameroun avec, je crois, une réduction de droits de douane de plus de 20%. Ok. Ça veut dire que, oui, c'est très important. Ouais. Et à terme, si le Cameroun a libéralisé sur ce produit-là, c'est qu'à terme, ce serait 0% de droits de douane. À terme, avec le calendrier de libéralisation. Donc, vous voyez que si le Ghana est très compétitif par rapport aux autres pays, donc un Camerounais n'a plus besoin d'importer d'ailleurs, il va importer du Ghana. Maintenant, le problème, c'est que les gens soulèvent souvent, c'est les douanes. Puisque pendant longtemps, les politiques commerciales en Afrique, c'est orienté vers les importations. Oui. Vous voyez, donc on va avoir plus de recettes douanières, tout ça. Mais lorsque les activités se créent aussi, il y a les droits internes qu'on paye. Voilà, si l'autorité en charge des fiscs manage bien, donc il y a des droits internes qui sont payés, et donc ça peut, à un moment donné, voilà, remplir les caisses. Est-ce que dans cette démarche-là, on sent vraiment une implication aussi totale du secteur privé? Bon, par ça, je vais parler par expérience. Bon, au Togo, je sais, au Togo, il y a un engagement assez très élevé, parce que on a ce qu'on appelle le cadre de concertation État secteur privé, et donc tout ça la primature, donc tout ces débats, ces activités autour de la ZLECAf, les opportunités de marché se déroulent bien là-bas, donc chapeau à tout ce qui se fait, mais je crois que il y a beaucoup reste à faire pour amener, c'est-à-dire que les gens ne croient pas à la théorie des champions nationaux, les gens ne croient pas, moi j'y crois, parce que à mon avis, hein, oui. il faut un peu de, il faut un peu de push, il faut pousser, oui. Il faut donner, mais c'est l'État. Il faut pousser certaines entreprises à avoir accès au marché, à mon avis. Et quand je dis pousser, ça va avec tout ce qu'il faut. Quand vous prenez Boeing et Air France, vous savez, c'est les États qui sont derrière. Il n'y a rien à faire. Vous voyez? Donc si on veut... Nous avons Askai au Togo. Ah mais vous avez compris? Ouais. Donc si on veut, c'est que si on veut un secteur privé fort, c'est à nous de faire le job. C'est vrai que le secteur privé, on ne peut pas prendre, vous savez déjà, avec nos États à revenus faibles ou intermédiaires, on a des problèmes d'arbitrage à faire. Mais, à mon avis, il faut identifier des secteurs clés et que l'État mette, voilà, appuie d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'est des débats qu'on peut continuer. Il y a des modèles, bon, quand vous prenez Dangote, vous savez mieux que moi comment est-ce que Dangote s'est construit. Vous avez l'historique. Il y a plein de cas comme ça sur le continent. Et donc, à mon avis, pour bénéficier de ce marché, ce n'est pas les micro-entreprises là, hein. Non, il faut que définitivement qu'on se dise les choses telles quelles. C'est pas les les nano-entreprises là qui vont nous aider. Donc ce n'est pas les micro-entreprises là qui vont nous aider à réussir. Oui. Donc il faut vraiment un secteur bien. On doit restructurer notre tissu de production avec un secteur privé relativement
très efficace et très compétitif. Alors, vous avez dit que pousser les entreprises pour pouvoir bien sûr mieux se placer en matière bien sûr de cette zone libre continentale africaine, la ZLECAf aujourd'hui. Est-ce que les informations sont données aux premiers décideurs du pays? Quand on voit un peu dans d'autres pays, ça va, vous avez touché le Togo qui est bien sûr l'un des exemples aujourd'hui, rencontre entre le secteur privé Ouais. et l'État dans tout ça. Est-ce que c'est la même chose dans d'autres pays? Oui, je vais vous dire, dans d'autres pays Parce que ça même, ne, on a comme intention que ça ne va pas sous d'autres non, dans pays. d'autres pays même, le secteur privé est très très impliqué, même dans la phase de négociation, très impliqué. Ok. Je crois que le Togo a commencé. Ok. On va pas dire tard, mais ça se fait. Oui, Ailleurs, j'ai fait la Sierra Leone. J'ai fait la Sierra Leone aussi. Donc là aussi, je peux vous dire que il y a beaucoup de projets avec des partenaires où on implique beaucoup les femmes, comment les restructurer. Comme j'ai dit, c'est pas les nano-entreprises là qui vont nous aider, quoi. Donc il faut vraiment restructurer, organiser les nano-entreprises là, pour que d'ailleurs même les appuis que l'État donne, là, les appuis financiers sous diverses formes que l'État donne là, soient relativement consistants pour aider à produire à échelle. En fait, pour gagner dans les zones, dans les accords commerciaux régionaux, c'est la production à échelle. D'accord. Donc, à mon avis, le secteur privé déjà est relativement informé parce que depuis 2019 par là, tout le monde sait maintenant ZLECAf, mais c'est le modèle de business qu'il faut. À mon avis, hein, c'est là où il y a du travail à faire. Quel modèle de business pour aller vers le marché continental? Voilà ce qu'il faut. Et nous savons déjà qu'il y a beaucoup d'entreprises qui produisent, qui exportent vers la CEDEAO, déjà, mais on va faire un effort pour aller plus loin. Je crois que la GIZ est en train d'aider le Togo dans le cadre du commerce guidé là. oui. Voilà, je crois qu'il y a un projet comme ça où le pays va exporter vers le Maghreb. Voilà, il y a des entreprises qui vont exporter vers le Maghreb. Ça, c'est de bonnes nouvelles, mais à mon avis, nous allons continuer pour voir comment est-ce qu'il faut créer plus de compétitivité. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs sur lesquels seul l'État peut agir. C'est les facteurs qui rentrent dans la structure, la structure du coût de production. Quand vous prenez l'électricité, si vous prenez deux pays, d'accord? Si j'ai un pays a un coût 10% moins que l'autre, ça veut dire que le pays là, puisque l'électricité rentre dans la production, il y a un coût de production. Donc si c'est 10% moins dans un pays, c'est que le pays là implicitement a gagné 10% de compétitivité par rapport à vous. Quand on prenait les télécoms, ça aussi, lorsque le coût est relativement cher, c'est marquant. Quand on prend le crédit surtout, le problème qu'on a dans nos pays, vu le poids de l'informel, le crédit à l'économie qui est orienté vers le secteur privé est relativement faible. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que moi je parle de restructuration, d'accord, des entreprises ou bien des coopératives d'entreprises. Il faut qu'on réfléchisse à aller vers là. Structurer en faisant concrètement quoi? Alors, On voit un peu le budget de l'État. L'exercice 2023, par exemple, au Togo, on a alloué 20% de ce budget-là aux jeunes entrepreneurs. Et vous dites de restructurer pour réconsidérer un peu ce taux-là peut-être à la hausse? ouais, non, même déjà organisé, comment les 20% là vont être. Je vais vous expliquer. Quand vous prenez deux jeunes qui sont dans les fintech ou bien quelque chose comme ça, qui bénéficient, ils font même pratiquement la même chose, hein, ok, et qui bénéficient d'un appui de, je sais pas moi, de X francs. Alors, s'ils se mettent ensemble, ils vont bénéficier de plus de, vous voyez, ça va leur réduire un certain nombre de coûts, mais au même moment, si c'est un appui, ils bénéficient de plus d'appui. Et donc, comme moi je l'ai dit, moi je ne crois pas trop à ces nano-entreprises. C'est vrai que c'est pour maintenir, c'est pour faire que c'est social en fait. Oui. C'est social là. Bon, voilà, c'est le thème qui est propre. C'est social. De chômage, Mais il faut un leadership du secteur privé pour arriver à tirer meilleur parti de cette zone de libre-échange. Parfait. On parle aussi du système de paiement africain, panafricain. Ouais. En quoi cela consiste-t-il? Ok. Le Pan African Payment System.
vous voyez, quand je suis un opérateur avec le e-commerce aujourd'hui, Oui. je vais acheter des batteries, les batteries de voiture. Voilà, ça fait, c'est l'un des produits pour lesquels on verra dans peu de temps que le continent va gagner. Quand vous prenez le Kenya qui fabrique les batteries, par exemple. Alors, je vais commander les batteries au Kenya. Donc, je suis dans le business. Lorsque je commande les batteries là, le Kenya va me dire de payer sur son compte, non, au Kenya. Donc, s'il est dans une banque X et que moi, je suis dans une banque Y qui n'est pas au Kenya, qui n'est pas au Togo, il me faut faire un dépôt. Après, il y a les coûts de conversion, ok, le change. Donc, ça crée en fait des surcoûts. Oui. Alors, donc, dans les instruments de mise en œuvre de la ZLECAf, c'est le système de paiement panafricain qui est en train d'être mis en œuvre avec l'appui de Afreximbank, qui est basé à Caire, oui, en Égypte. Voilà. Donc, ça va faciliter les transactions. Donc, les banques vont se mettre, c'est une plateforme où les banques vont adhérer, les banques centrales vont adhérer et les banques commerciales vont adhérer, ok? Donc, ce serait une plateforme, ce qui fait que si moi, je veux faire des achats, je mets, voilà, un ordre de virement sur le compte de l'autre, il reçoit. Donc, ça va éliminer, en termes de nombre de jours de transactions, en termes de coût de transaction. Immédiatement, lui va recevoir là-bas. Donc, c'est pour faciliter le paiement, le règlement, voilà, le règlement des transactions commerciales. Voilà. Là, c'est un instrument assez pertinent pour la mise en œuvre de la ZLECAf. Je crois que certaines banques sont déjà, Afreximbank travaille beaucoup avec certaines banques et certaines banques déjà sur le continent, notamment les banques centrales, pour pouvoir implémenter le système. Et ce qui reste aujourd'hui, je pense, d'amener toutes les banques centrales et les banques commerciales à être sur la plateforme pour que définitivement on ait un système de paiement. Il faut rappeler que la CEDEAO avait ce projet de paiement, système de paiement régional, mais ça n'a pas. Bon, on est heureux si le système de paiement panafricain marche. Ouais. Ça va beaucoup faciliter le commerce. C'est comme aussi le passeport africain. Pourquoi? Voilà, le projet, voilà, on espère que d'ici là, on aura un passeport africain. Vous savez que le coût, il est plus facile pour un Européen, des fois, hein, d'aller vers un pays africain qu'un Africain aller vers un pays africain. Si. Donc, c'est un constat amer. Ouais, c'est un constat qui est amer. Mais on peut pas, la ZLECAf ne peut pas être un succès si on continue dans ce sens. Donc, je crois que ce projet-là doit être mis en œuvre. Il y a d'autres projets au niveau infrastructure. Hein, même pas avec le passeport, avec la carte nationale d'identité, il suffit juste de vouloir franchir la frontière du Ghana. Voilà, vous comprenez. Donc, c'est compliqué. C'est des tracas par vous devez voilà. Donc, il faut que définitivement, je crois que l'identité africaine, on doit la construire aussi. Je crois que c'est aussi l'un des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. On doit construire une identité africaine, s'aimer entre nous, se reconnaître africain partout. Et ça va faciliter le mouvement des personnes. Parce que, à quoi servent ces zones de libre-échange là si on ne peut pas se déplacer d'un point A vers un point B, d'un pays A vers un pays B facilement. Voilà. Alors, vous êtes professeur agrégé d'économie, expert en politique et de droit de l'Organisation mondiale du commerce, directeur adjoint de la recherche et de la coopération à l'université de Cara. Je précise ce titre parce que je voudrais aller sur un terrain. Vous formez des élites de demain, ceux qui sont appelés à perpétuer ce qui est en train d'être fait actuellement. Passons par de la ZLECAf, 2 ans, 3 ans, c'est pas vraiment ça. Dans 10 ans, quels sont ces métiers? Je sais pas. C'est que vous donnez à vos apprenants, à ces étudiants un peu partout. Vous enseignez à l'université de Cara, à Lomé, dans la sous-région. On vous connaît pour ça, même hors du continent. Qu'est-ce que vous dites aux gens, concrètement, à vos étudiants? Non, en fait, nous, on ne dit pas grand-chose. Ce qu'on fait, c'est d'être un peu dans le moyen long terme. Ok? C'est déjà former des jeunes. Je parle d'abord de l'identité, voilà, ayant l'identité africaine. Ça, c'est la première chose. Des jeunes qui ont
en eux cet esprit-là de voir une autre Afrique. Voilà. Deuxième chose assez pertinente, quand vous prenez la ZLECAf, dans les facteurs de succès de la ZLECAf, il y a la ressource humaine. Quand nous parlons d'identification des chaînes de valeur qui sont porteuses dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf, pour l'économie togolaise par exemple, ça veut dire qu'il faut avoir de la ressource humaine pour pouvoir être employé dans ces secteurs-là, pour pouvoir faire le business dans ces secteurs-là, vous voyez. Et donc, il faut que les universités, ou bien le système éducatif dans son ensemble, puissent produire de la ressource humaine, d'accord, de qualité, pour pouvoir être efficace dans la production de ces biens et services pour lesquels on a un avantage compétitif. Est-ce que cela ne vient pas relancer ce débat sur les curricula de formation, là, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce qui est dit dans les universités n'est pas forcément ce qu'on constate sur le terrain. Hein. Il faut s'y adapter avec le temps. On fait des stages sur stage. Non, Mathieu, moi j'ai dit quelque chose. J'ai eu des entretiens avec l'association des grandes entreprises au Togo. C'est vrai qu'il faut que le secteur privé, définitivement aussi, d'accord, développe des modèles où, si le modèle est bon, la rentabilité qui est là est au rendez-vous là. Vous allez mettre un peu aussi dans la formation. C'est ce qui se fait un peu partout. Mettre un peu dans la formation. Mettre un peu dans la formation. Hein. Oui. Donc, ils vont mettre un peu dans la formation. Vous devez, en 6 mois, on peut, quelqu'un qui a fait les lettres, par exemple, en 6 mois, on peut le transformer, on peut le reconvertir, ok, en quelque chose d'autre, pour qu'il ait une autre compétence. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça, je m'adresse au secteur privé. Pour les centres de formation, les universités, comme je le dis, on doit être dans le moins long terme, c'est-à-dire quoi? Développer des curricula de formation qui sont adaptés aux besoins du marché. Et je crois que à ce jour, ça se fait. Vous voyez au Togo, par exemple, les centres qui sont créés là, les centres de formation professionnelle qui sont créés partout, c'est pour répondre à la nouvelle donne. Oui. Voilà, à la nouvelle donne par rapport aux besoins du marché togolais. Et donc, les universités, aujourd'hui, le Togo, au ministère de l'Enseignement supérieur, par rapport à la feuille de route gouvernementale, ok, 2025, il est clair que les métiers prioritaires sont identifiés. Ça se fait dans d'autres pays également. Les métiers prioritaires sont identifiés. Et donc, les universitaires sont appelés à développer des programmes de formation pour répondre à ces métiers prioritaires identifiés. Première chose. Deuxième chose, dans la validation des offres, le secteur privé est toujours associé. Les corporations du secteur privé sont associées pour pouvoir s'assurer que les programmes qui sont développés répondent quand même aux besoins actuels et futurs du tissu industriel dans le pays. Vous voyez. Donc c'est tout ça là que nous faisons, mais on ne va pas dire qu'on est à la perfection, on doit continuer parce qu'aujourd'hui on parle d'industrie 4e génération par exemple. Ça veut dire la robotique. Combien de nos universités forment en robotique? C'est ça la question. Et donc l'État doit faire toujours, le secteur public, l'État doit faire jouer sa partition en augmentant le budget et en modernisant les universités. Ça, c'est capital. Si vous n'avez pas de ressources humaines de qualité, je ne pense pas que le développement sera au rendez-vous. Donc, on doit être orienté vers les métiers d'avenir, mais encore faut-il que les universités aient les moyens de leur politique. La ZLECAf, dans 5, voire 10 ans, à quoi ça va ressembler? Oui, dans 5-10 ans, disons que d'après le schéma de libéralisation qui est établi, okay, on aura une libéralisation relativement totale de 90% des lignes tarifaires, comme je l'ai dit, ici 10 ans. Et donc, tel que les pays s'activent en mettant en place les programmes d'industrialisation dans les différents pays au niveau communautaire, nous osons croire que ça va booster le commerce intra-africain en créant de l'emploi et en augmentant le revenu pour ceux qui travaillent dans les différents secteurs. Donc nous sommes optimistes dans la mesure où définitivement, en tout cas, moi j'y crois. Et je crois qu'en tant qu'Africains, nous devons croire et nous devons amener nos politiques à plus croire que nous, parce que c'est eux qui sont
à la décision, mais ils peuvent nous faire appel, et ils le font d'ailleurs, nous faire appel pour que nous on donne les idées qu'on a par rapport aux opportunités que les pays peuvent saisir pour industrialiser nos économies. Professeur Kwame Osadifo Ouira, vous êtes agrégé d'économie expert en politique et droit de l'Organisation mondiale du commerce, directeur adjoint de la recherche et de la coopération à l'Université de Cara. On va se séparer en 30 secondes, peut-être 1 minute au plus. Quel est ce message que vous avez à l'endroit des décideurs et puis du monde des entrepreneurs? Non, d'abord à l'endroit des décideurs, du point de vue au niveau de l'Union africaine, c'est d'œuvrer pour que la paix et la sécurité règnent. Parce que c'est les gages d'un commerce, voilà, la paix et la sécurité. Parce que l'un des facteurs, vous savez, sans la paix, il n'y a pas... C'est vrai qu'il y a une relation bidirectionnelle entre le commerce et la paix et la sécurité. Mais aujourd'hui, vous savez, l'une des méga tendances qu'on observe, c'est l'insécurité sur le continent. Donc, nous prions qu'au plus haut sommet, donc au niveau de l'Union africaine, au niveau des regroupements économiques régionaux et au niveau des États, que les efforts soient faits pour qu'on ait une stabilité politique et sécuritaire dans nos pays. Deuxième chose, pour le secteur privé, on veut un secteur privé plus audacieux, ok? Un secteur privé plus audacieux qui est orienté vers la recherche de marché sur le continent africain, et un secteur privé qui travaille main à main avec la partie publique. Parfait. Merci d'être passé. Ce fut un plaisir. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre point.